Connu, traduit et adulé dans le monde entier, Zahar Prilepine est l'auteur le plus célèbre et l'une des principales plumes de la jeune génération russe. Mais depuis qu'il a pris les armes pour combattre l'armée ukrainienne, l'écrivain déchaîne les passions dans l'intelligentsia. Regardez. Si ses livres sont classés parmi les meilleures ventes et ont raflé plusieurs prix littéraires, l'écrivain Zahar Prilepine a déchaîné les passions au sein de l'intelligentsia en révélant son enrôlement dans les rangs des combattants séparatistes ukrainiens. Zahar Prilepine, ancien membre des forces spéciales russes, a participé à la guerre en Tchétchénie. Le conflit ukrainien lui est familier puisqu'il a été consultant d'Alexandre Zakhartchenko, le dirigeant d'une des deux républiques séparatistes. Sa proximité avec les rebelles pro-russes était donc connue. Il a fréquemment voyagé dans les secteurs de combat. Aujourd'hui, il justifie son engagement total pour la cause séparatiste. Je pense qu'un écrivain a le droit de prendre n'importe quelle position. Il peut s'asseoir dans un bar, il peut prendre un train de Moscou à Petouchki, il peut brandir un drapeau appelant à la paix ou prendre les armes. Je me bats pour ce droit parmi les autres droits d'une figure littéraire. Des propos qui ont provoqué la colère de ses confrères qui n'hésitent pas à qualifier son engagement de terroriste, assurant qu'il est motivé par un argent qu'il n'arriverait plus à gagner en vendant des livres. Piqué au vif par ses détracteurs, l'écrivain se défend, se comparant lui-même à Tolstoï ou Dostoïevski, qui ont tous deux combattu comme soldats avant de raconter leurs expériences dans des livres. Deux géants de la littérature qui auraient, selon lui, pu rejoindre les rangs des soldats séparatistes en Ukraine. Je vis dans le contexte de la littérature russe. Ce que Tolstoï et Dostoïevski diraient et penseraient de moi est plus important pour moi que ce que les hypocrites européens vont dire. Zahar Prilepine divise, engagement sincère ou promotionnel. Au moment où il publie son dernier livre, Peloton, officier et rebelle de la littérature. Et après la littérature, la musique, ne dit-on pas que la musique apaise les mœurs? En Ukraine, pour permettre à leurs enfants d'oublier un peu le conflit, eh bien des parents ont décidé de les initier à la musique et d'organiser des petits concerts chez eux. Sarah Jamy, bonjour, parlez-nous de cette famille. La famille Savkevich vit à Avdiivka, donc c'est une des villes les plus bombardées d'Ukraine. Et c'est pour vivre malgré tout comme une famille normale et tenter de faire abstraction du conflit que les parents de Danilo et Marina ont décidé de réagir à leur manière. Alors chez eux c'est très simple, pas d'électricité, donc pas de télé, pas non plus de journaux, uniquement des contes pour enfants, une guitare et des violons. Pour couvrir justement le fracas des obus, ils ont réagi donc en musique. On écoute cette maman ukrainienne nous raconter ses difficultés. Tous nos projets s'effondrent. J'anime un atelier pour les enfants et nous avions planifié un concours au mois de février. Et maintenant, on ne pense qu'à survivre dans cette situation. Et comment leur est venue cette idée? Sarah, un des deux parents est musicien? Alors non, c'est pas tout à fait ça, Valérie. En fait, il faut dire qu'en fait, une invitée de marque vit avec les Savkevich. Il s'agit tout bonnement de Marina Donbass, qui n'est autre qu'une musicienne de l'orchestre philharmonique de Berlin, qui en fait était justement venue pour apporter son soutien aux troupes ukrainiennes en première ligne. Bon, et comment ils sont arrivés à se rencontrer alors? Alors, face aux violences, des liens se tissent, les familles sur place s'entraident et parfois des appartements sont plus abrités que d'autres et c'est en déménageant dans un appartement un peu moins exposé qu'ils se sont retrouvés nez à nez avec la musicienne. On l'écoute d'ailleurs. La population civile, les gens sont fatigués. Le plus important pour eux, c'est de ne pas subir les bombardements. Nous n'avons qu'une seule solution, la paix, qui ne dépend pas de nous. C'est ça le malheur. Malgré tout, c'est nécessaire d'avoir une vie paisible ou même l'illusion d'une vie paisible. Je pense que cela pourrait même nous rapprocher de la résolution du conflit. Et toujours dans cette même ville ukrainienne, le fracas des bombes s'est momentanément tu pour laisser la ville soigner ses blessés. Une trêve éphémère dont profite la population prise entre deux feux depuis le début du conflit entre la Russie et l'Ukraine en 2014. Andrea Benisti. À Avdiivka, dans cette petite ville à l'est de l'Ukraine, les canons ont cessé de gronder pendant un court moment. Depuis quelques jours, la ville profite de ce retour au calme pour soigner ses blessés. Une courte respiration nécessaire à cette population qui porte encore les stigmates de ce conflit. Ce n'est pas comme d'habitude, c'était horrible et terrifiant. Nous avions peur, mais nous continuons le combat. Il faut bien défendre notre Ukraine. La ville demeure un point chaud du conflit.
Située à seulement une dizaine de kilomètres du bastion résistant de Donetsk, la cité ouvrière est privée de gaz et d'électricité, des ressources sur lesquelles comptent près de 25 000 habitants. Une situation humanitaire critique après une semaine de violences sans précédent qui ont fait 27 morts militaires et civils confondus. Comparativement, cette flambée de violence est similaire à celle du temps de la bataille de Debaltsevo en nombre de blessés. Environ 26 à 27 blessés sont arrivés ici ces dernières 24 heures. Face à l'échec des accords de paix signés à Minsk en 2015 entre la Russie et l'Ukraine, cette courte trêve convenue oralement a permis à la ville de réparer les lignes électriques. Un cessez-le-feu durable n'a jamais semblé aussi loin de portée pour les Ukrainiens. Évidemment, vous vous en doutez, l'arrivée de Donald Trump redistribue les cartes géopolitiques dans le conflit russo-ukrainien. Une influence américaine qui n'est pas trop pour temporiser ce conflit dans lequel Russes et Ukrainiens ne parviennent toujours pas à établir un accord de paix durable. Andrea Benisti, bonjour. Alors, bonjour. Où en est-on dans ce conflit ? Eh bien, les dirigeants des deux camps se renvoient la balle. Ils s'accusent mutuellement d'avoir causé la reprise des hostilités. Le président ukrainien Petro Poroshenko a appelé au début du mois à faire pression sur Moscou, qui avait l'Union européenne accuse la Russie de soutenir militairement les séparatistes pro-russes et d'avoir orchestré la reprise des hostilités. Et ce qui a particulièrement jeté de l'huile sur le feu, c'est l'initiative de la Russie de reconnaître les documents administratifs comme les passeports des séparatistes pour les pro-russes de Donetsk et de Lugansk. Et cette décision de la Russie confère aux séparatistes une certaine légitimité à leurs actes, alors que le gouvernement de Kiev venait d'adopter un plan de réintégration du Donbass dans une Ukraine unie. Donc cette décision représente bien un obstacle à un potentiel processus de paix. Un accord de cessez-le-feu avait pourtant déjà été signé le 20 février dernier et pourtant dès son existence, cette trêve a été rompue et ça n'est pas la première fois. L'OSCE, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, a recensé près de 5600 violations de cessez-le-feu en une semaine et la dernière en date a été particulièrement dévastatrice. Les bombardements ont repris et ont touché des zones peuplées et des infrastructures vitales. Regardez. Ils nous frappent avec toutes les armes qu'ils ont, des lance-roquettes, des armes de poing. Ils utilisent tout ce qu'ils ont. Alors Andrea, on sait que le nombre de morts depuis le début du conflit en 2014 a dépassé le nombre de 10 000. C'est très difficile pour les habitants qui sont obligés de rester sur place. Ah oui, alors ces tirs de roquettes et ces bombardements n'arrangent rien à la situation de ces Ukrainiens. Les habitants restent parfois cloîtrés pendant des jours chez eux sans électricité, sans eau, sans chauffage, subissant les températures cruelles du froid ukrainien qui peuvent aller jusqu'à moins 20 degrés Celsius. Et ces habitants étouffent, il leur tarde de trouver un accord de paix, comme le confie cette Ukrainienne. Regardez. Laissez-les trouver un accord pacifiquement. Nous sommes sous ces abris depuis presque 3 ans. Vous pensez que nous allons bien? Nous devenons fous. On tremble à chaque bruit. Mais ces négociations, Andrea, est-ce qu'elles prennent le chemin d'un processus de paix? Eh bien, c'est peu probable, car l'Ukraine scrute d'un mauvais œil déjà le rapprochement de Donald Trump dès son élection avec la Russie et le président Petro Poroshenko, enjoint principalement l'Union européenne et les États-Unis à faire pression sur la Russie pour obtenir un nouvel accord de cessez-le-feu, accusant les séparatistes de tirer principalement sur une ville, celle d'Avdiivka, véritable épicentre des combats entre séparatistes et soldats ukrainiens. De son côté, Vladimir Poutine accuse l'armée ukrainienne d'avoir déclenché les affrontements en avançant de 200 mètres sur les territoires contrôlés par les milices pro-russes. Et Moscou accuse aussi l'Ukraine de trop vouloir sensibiliser les États-Unis aux problèmes des Ukrainiens et a enjoint de son côté, Donald Trump, lui de son côté, a indiqué qu'il attendait de voir la Russie restituer la Crimée à l'Ukraine et assister à une baisse des violences. Alors face à cet embrasement des affrontements près de Donetsk et de Donbass, un processus de paix semble très mal engagé. Merci Andrea, merci Sarah. Et une nouvelle trêve entre les rebelles pro-russes et l'armée ukrainienne conclue il y a une semaine dans l'est de l'Ukraine entre Kiev, Moscou et Berlin. Et Paris a de nouveau été rompue. Regardez. La nouvelle trêve instaurée dans l'est de l'Ukraine était fragile. Et pour cause, malgré la demande de retrait d'armes légères et plus lourdes de la ligne de front, les rebelles pro-russes sont restés méfiants et ont gardé leur armement en violation du cessez-le-feu. Ils avaient l'intention d'attendre 24 heures pour retirer leurs armes.
Et ça se passe tous les jours, des rafales d'armes automatiques, aujourd'hui celles des mitrailleuses. Je ne me rappelle pas un seul jour où ils n'ont pas tiré. Et aujourd'hui apparemment ils ont tiré sur nous pour marquer le retrait de leurs armes. Mais le conflit d'Avdiivka a repris, mettant définitivement un terme à cette énième tentative de trêve. Que s'est-il passé? Vous voyez vous-même ce qui s'est passé. Ils ont tiré à partir de 7 h du matin jusqu'à 8 h, environ une quarantaine de minutes. On était en sous-sol. Dès qu'on en sort, ils frappent à nouveau. Seuls 2 obus sont tombés chez nous et combien au total, je ne sais pas. Ils ont frappé fort. Dès que tu sors du sous-sol, tu y retournes tout de suite. Ce cessez-le-feu est survenu au même moment où le Kremlin publiait un décret sur la reconnaissance des passeports délivrés par les séparatistes pro-russes, une annonce qui a provoqué la colère de Kiev et la réprobation des pays garants du processus de paix. Jugée inacceptable par le gouvernement allemand, elle constituerait une infraction aux accords de paix de Minsk. De son côté, la France a également dit regretter la décision russe dans un communiqué du Quai d'Orsay.